Donc, je suis très content de vous retrouver à cette occasion, puisqu'on a mis sur pied, dans le cadre recherche de notre section clinique, mais la CF nous soutient évidemment, comme ça se fait en province, on a mis sur pied une série de rencontres autour de écrire, lire et converser. Donc, tous les mois à peu près, il y aura un débat avec un ou des auteurs. Et je suis très content aujourd'hui qu'on commence avec la revue de l'Envers de Paris, numéro 66, de la revue Horizon, et qui a donné pour titre de ce numéro, j'entends du bruit, donc vous fermez les micros, qui a donné pour titre La sublimation, point d'interrogation, et encore en sous-titre Sérieux, point d'interrogation, point d'exclamation. Alors je dirais que rien que le titre pose question, puisque vous verrez, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et pour ceux qui l'ont déjà lu, vous l'avez vu, qu'au fond, sublimation, c'est un terme qui parfois est pris dans son acception un peu mièvre et immédiatement, une voix un peu sérieuse ajoute « Attention, la fin de l'analyse n'est pas une sublimation ». Comme si en quelque sorte il fallait se déprendre d'un terme qui pour certains avait pu être pensé comme une forme d'apaisement avec le monde qui eût signé la disparition des symptômes et la retrouvaille avec l'objet, etc. Et en même temps, c'est un concept sérieux, et on trouve chez Lacan des formulations extrêmement précises qui sont rappelées dans l'ouvrage. Mais il y a une difficulté, et c'est une tension que le numéro, me semble-t-il, met en jeu, c'est qu'aujourd'hui, le mot même de sublimation apparaît un peu obsolète depuis que Lacan, en quelque sorte, lui a substitué S grand A point K grand K point BEAU en minuscule, escabeau, et surtout la formulation que l'on trouve dans les notes que Jacques-Alain Miller a introduites dans le séminaire 23, où il établit une équivalence escabeau égale sublimation. Et depuis, effectivement, on est un peu encombré avec le terme sublimation parce qu'il charrie épistémologiquement toute une conception de la psychanalyse, des beaux-arts, des lettres, etc. Et que le terme d'escabeau, vous écrivez soit comme je l'ai indiqué, soit comme un escabeau, qui vient justement introduire une autre dimension contemporaine du moment où il construit le symptôme et où il pense autrement la psychanalyse. Et il me semble que le texte, en introduisant la référence au sérieux, en quelque sorte, introduit la valence du escabeau, du S et du K énigmatique dans la sublimation qui parfois apparaît comme un concept un peu pauvre, un peu fleur bleue, etc. Par exemple, je me demandais, mais c'est à la limite de la plaisanterie, si notre réunion de ce lundi soir relevait de la sublimation ou pas. Et je me disais qu'au fond, si elle ne relevait que de la sublimation, nous aurions peut-être perdu l'enjeu même de faire entendre comment un réel est à l'œuvre dans l'affaire. Donc, nous avons prévu d'organiser une conversation, c'est-à-dire pas résumer l'ouvrage, je pourrais vous le procurer, etc., mais plutôt de savoir pourquoi l'Envers de Paris et ses responsables ont choisi ce thème, et de voir ensuite qu'est-ce qu'on peut en tirer et en quoi ça a un intérêt toujours vif pour la clinique. Et donc j'avais pensé, mais les collègues m'ont donné leur accord, je crois, j'avais pensé d'abord demander à Stella Harrison, qui était rédactrice en chef de la revue et qui a coordonné le numéro, de nous dire un peu pourquoi elle avait construit ce projet.
Ensuite, mais c'est un plan assez vague, disons simplement pour vous donner l'ordre de passage, mais ça peut être subverti. Demandez ensuite à Marga Auré, qui était responsable de l'Anvers, qu'est-ce que lui a appris au fond ce numéro. Et puis peut-être à Dominique Corpelet, qui a pris un exemple précis de danse et de voir comment il s'est interrogé à une forme que cette danseuse reprend, l'ellipse, et qu'il ne tire pas justement de la sublimation, disons, fleur bleue, mais il introduit une dimension de réel, de vide, etc. Donc, au cœur de la question. Et nous avons la chance que des auteurs de ce numéro sont présents, ou des autrices sont présentes, et donc ça sera formidable si elles interviennent, si elles se manifestent. Rien n'est obligé, ça nous ferait très plaisir. Et il suffit qu'elles mettent leurs mains en appuyant sur le bouton ad hoc, une main jaune, et Isabella Otecha me le signalera si elle le veut bien. Donc, Stella, et pourquoi donc un numéro sur la sublimation? Qu'est-ce qui vous a pris? Alors, cher Hervé, d'abord, merci beaucoup parce que c'est vraiment formidable d'avoir une soirée consacrée à ce numéro. Je pense que ça fait vraiment très plaisir à tous les auteurs et moi, j'en suis certaine, enfin, de cette importance que cette invitation a pour moi, parce que c'est vrai que nous avons pris un très très grand soin à ce numéro. Alors pourquoi la sublimation? C'est assez simple, c'est-à-dire que me voyant confier avec plaisir d'ailleurs un second mandat, hein, une deuxième année pour avoir en charge donc ce numéro d'Horizon. J'avais pensé à différents thèmes, dont un comme la virilité en déclin, le pâlissement de la virilité. Bon, puis je me suis dit qu'il fallait que je parle à Jacques-Alain Miller de l'orientation que nous pourrions donner à ce numéro. Je lui ai demandé son avis et très rapidement, il m'a dit: «Prenez un concept». Il m'a même ajouté: «Ne partez pas dans le sexuel, la femme n'existe pas, il y avait aussi les journées sur enfin, il y a eu l'attentat sexuel, enfin, il me dit: «Prenez un concept». Et très vite après, il me propose donc celui de sublimation. Alors, je voulais déjà vous dire quelque chose que je trouve quand même assez comique, c'est que sur le moment, enfin, j'étais en fait abasourdie parce que qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit immédiatement? C'était Heu, justement cette espèce une certaine prolifération qu'il y avait eu dans notre champ, il me semblait, sur le concept de sublimation, mais assez un petit peu ennuyeux quand même, des choses qui me paraissaient, un peu à dépoussiérer. Je me disais: «Mais comment prendre la chose?» Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand j'ai lu l'entretien, que fait France Jégu avec Jacques-Alain Miller dans Révi Révidus, il y a un moment où il parle des universitaires américains, dont qui finissaient par l'ennuyer, le lasser parce qu'ils n'avaient d'intérêt pour Lacan qu'un intérêt justement de publish or perish, c'est-à-dire, vous publiez, sinon vous allez périr, mais c'était un savoir complètement, de bibliothécaire et c'était pas un savoir finalement pris dans l'analyse, quoi. Il n'avait pas d'intérêt pour l'analyse, pour la psychanalyse, pour la cure. Et là, ce qui m'est apparu, notamment avec question d'école, c'est que il me semble, alors ça, on va mettre ça à la discussion, c'est que justement pour revivifier ce concept de sublimation et pour l'amener doucement à celui d'escabeau, ce qui m'est apparu évident en assistant, enfin en écoutant question d'école, c'est que finalement, il fallait l'outil bien sûr de l'escabeau, mais enfin, il m'a semblé, voilà, l'idée que j'ai eue, c'est que si finalement le concept de sublimation avait été travaillé jusqu'à un certain nombre d'années, je dirais peut-être jusqu'en 74, 78, enfin je vous dis ça vraiment très grossièrement,
d'une manière un peu, je trouve un peu grise, un peu universitaire, justement pas très pragmatique. D'ailleurs, vous utilisez, Hervé, ce terme dans le début de votre livre sur la sublimation. Vous parlez justement d'un livre qui serait pragmatique. Ben, il me semble que cette pragmatique est directement euh, fille de l'enseignement de la pace. Ça m'est venu comme ça, comme une espèce d'éclair aujourd'hui. J'ai eu l'idée que si un certain nombre de collègues de notre champ, jusque dans les années, je sais pas, peut-être 75, quelque chose comme ça, avaient des écrits comme ça, que je dirais un petit peu lents, enfin, de bibliothèque finalement sur la sublimation, je me suis demandé si ça n'était pas en lien avec le fait que l'école ne disposait pas encore vraiment des, non pas des outils, mais des produits peut-être de la passe. Enfin, c'est une question que je vous soumets, qui m'est venue comme ça. Et alors j'ai retrouvé là, je pense aussi à l'introduction que fait Jacques-Alain Miller de son livre qui va sortir là dans les jours qui suivent sur la fin des analyses, où il met ça en exergue de son livre. Il dit, bah finalement, enfin ça m'a retenu comme ça, c'est l'ECF qui refait vivre, qui fait vivre la passe. Il y a un moment où il dit ça dans son quatrième de couverture. Et je me dis qu'au fond, peut-être, c'est l'ECF qui qui fait revivre ce concept de sublimation, qui le refait luire, qui le vivifie. Vous aviez vous-même, Hervé, il me semble, bien inauguré ce travail avec tous les artistes que vous aviez justement euh, étudié et choisi dans votre livre. Et je me demande si voilà, si pour être dans ce vif de l'escabeau, parce qu'on répète, bon, ça passe la sublimation, on passe à l'escabeau. Il me semble qu'il faut les outils de la passe. Et parce que voilà, un autre point, quelqu'un m'a dit, ah, mais le Horizon 66, c'est vraiment enfin, c'est vraiment pris dans le dernier enseignement de Lacan. Et effectivement, mais on n'a pas calculé ça dans l'équipe, on s'est pas dit, on va faire un horizon branché TDE. Par contre, il se trouve qu'effectivement, il y a un certain nombre d'AE, par exemple, Fabienne Feinbach, Rose-Paul Vinciguerra, Hélène, Bono, qui ont contribué à ce numéro. Et je me demande s'il n'y a pas du coup cette espèce Laurent Dupont, bien sûr, qui est celui qui met vraiment en exergue ce lien entre en effet la fin de l'analyse, c'est pas la sublimation, la fin de l'analyse ne mène pas à une paix, au contraire, on reste sur un irréconciliable, mais il met quand même bien, il articule évidemment ce, ce concept avec la fin de l'analyse d'une manière extrêmement chimiste d'ailleurs, comme proposé. Mais peut-être, je trouve votre introduction est vraiment très juste. Donc c'est une question. Vous voyez, c'est comme un éclair. Mais votre question, c'est de se dire que la sublimation, si elle n'est pas travaillée, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, avec le concept de réel, on aboutit à un concept mièvre et qui surtout arrase le vif de la découverte freudienne. C'est-à-dire que la sublimation, ça a été au fond le pain béni de toute une génération d'universitaires qui ont voulu utiliser la psychanalyse pour en quelque sorte interpréter les œuvres d'art, la littérature, etc. Et le risque, c'est que le concept de sublimation ainsi conçu, avec la phrase de Freud, l'inhibition quant au but, etc., mais l'obtention néanmoins d'une jouissance propre, mais apaisée, ça tirait vers exclusivement le lien symbolique imaginaire. Et que si on introduit le concept de réel, si on le met même aux commandes, si on s'oriente à partir de lui, ça change la donne à propos de la sublimation. Puisqu'au fond, les artistes ne sont plus là pour être interprétés, mais comment c'est leur œuvre qui, d'une certaine façon,
a une fonction d'enseignement pour l'analyse. C'est la fameuse phrase de Lacan à propos de Marguerite Duras, que l'analyse n'a pas à faire le psychologue. Quand Lacan parle des psychologues, c'est quand même une phrase d'insulte. Donc, n'a surtout pas à faire le psychologue, parce que l'enseignement est du côté de l'œuvre, mais par le rapport justement au réel, ou au terme qu'il peut utiliser, l'objet, etc. Donc, me semble, vous seriez d'accord, que c'est là où il y a un bouger, au fond, qui fait que le concept peut être repris chez nous, tout en lui donnant une autre acception. Oui, oui, Et oui, comment les artistes, au fond, on n'a absolument pas à les interpréter, de toute façon, ils ne demandent rien. Et c'est même grotesque, c'est même la dimension la plus obscène. La sublimation, quand elle est prise par un certain discours universitaire, aboutit à de l'obscène, c'est-à-dire à interpréter, en termes généralement oedipiens, les œuvres. Oedipe présent ou Oedipe absent, du reste. Alors que chez Lacan, on a tout à fait un autre mouvement qui nous permet d'avoir d'autres outils. Peut-être demander à Marga qu'est-ce qu'elle en pense, puis on reviendra à vous, Stella. Et, bon, premièrement, merci beaucoup Hervé de cette invitation qui nous permet de pouvoir parler des horizons 66 et de la sublimation. Et déjà, pour écouter à Stella, on peut déjà prendre quelque chose de très important et dit par Jacques-Alain Miller. Parce que tu viens de dire qu'il te dit, prenez un concept. Donc, la sublimation, pour Jacques-Alain Miller, c'est un concept, c'est un vrai concept. Donc, ça me semble déjà très important parce que, par exemple, si on prend les textes d'Éric Laurent, quand il problématise la question de la sublimation, il pose la question de qu'il n'y a pas une vraie théorie construite sur la sublimation, etc. Mais là, tu viens de pointer quelque chose de précieux, me semble, que c'est que Jacques-Alain Miller considère la sublimation un concept. Donc, voilà. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec Hervé. C'est-à-dire que dans la sublimation, ce qui est au centre de l'affaire, c'est la chose, c'est le réel, c'est le réel, et que c'est ce réel qui va organiser. Par exemple, quand on parle de l'escabeau, l'escabeau que Joyce s'est fait avec son symptôme, que c'est celui de le travail, comme le traitement de la langue, le traitement de l'écriture, et il se fait son escabeau. L'escabeau, évidemment, c'est là la façon d'accrocher les symptômes, d'accrocher l'imaginaire que chez lui était perdu au symbolique, mais ça se passe autour du réel, et que donc c'est en effet, sinon on se perd, en effet, la sublimation a à voir avec les réels. Et donc ça, la sublimation chez Freud, déjà, bon, pour pointer déjà les prémices pour pouvoir ensuite problématiser la chose, non? La sublimation chez Freud, il a un long parcours depuis le début jusqu'à la fin de son œuvre. Parce que moi, je dirais que Freud, il était même, il idéalisait la sublimation. Il disait que c'était la grandeur d'une civilisation venait avec la sublimation. Il y a une espèce d'idéalisation là-dessus. Mais sinon, comme Freud conçoit la chose, c'est qu'il y a une satisfaction qui aboutit, et que c'est une satisfaction des sources sexuelles, d'origine sexuelle, mais qui va s'échapper dans son but et dans son objet, et que donc ça va se désexualiser, ça va s'idéaliser. Donc c'est un changement de but
et d'objet, mais qui arrive à faire une satisfaction si importante que la satisfaction sexuelle. Et ça, Lacan aussi, il est d'accord. Il dit que la sublimation peut donner une satisfaction aussi importante que la satisfaction sexuelle. Ça, Lacan aussi, il est d'accord. Et donc, bon, si je reprends un peu mon introduction parce que je parlais de Freud et puis Lacan, et je crois que j'ai entendu votre vidéo sur YouTube, vous parlez très très bien, très précisément par rapport à la sublimation, et donc chez Lacan, il y a ces deux moments précieux et précis dans lesquels il va parler de la sublimation. C'est en 59-60, au séminaire 7 de l'éthique, et donc c'est là où il formule élever l'objet à la dignité de la chose, et donc tous ces centres-là précisément dans le réel, c'est-à-dire c'est les Das Ding, que les dînes résonnent avec la dignité, n'est-ce pas? Et donc, pour Lacan, évidemment, les centres de la chose, c'est les centres, c'est les noyaux. Et dans ces noyaux, il faut le voir aussi comme un moment d'origine, un moment primordial, un moment de rencontre de jouissance absolue, qui ensuite c'est la rencontre de l'âme du corps avec les langages, et c'est un moment où après ça va se peupler avec la séparation, avec des objets, avec les fantasmes, et c'est ce trou primordial réel qui est, soi-disant, de là où la sublimation va pouvoir sortir, va trouver sa source, son origine. Et donc ça, c'est pour Lacan. On pourra problématiser encore la chose. Et ensuite, il y a le deuxième moment chez Lacan, qui est donc le séminaire 23, avec la question du symptôme, c'est-à-dire les symptômes comme solution qui se donne le sujet, comme savoir y faire, comme invention du sujet. Et donc, c'est là où, en parlant de Joyce, les symptômes, il dit qu'il se fait son escabeau. Et là, les textes de Miller, il faudra qu'on le regarde un peu en détail, parce que c'est formidable dans ce sens. Parce que là, l'escabeau, c'est particulier, c'est singulier, c'est chacun son escabeau. Chacun peut se faire son escabeau. Et je disais que c'est formidable parce que Jacques-Alain Miller dit dans ses textes de Horizon 66 que finalement aussi chacun avec son fantasme, parce que c'est dans ces trous qui va surgir des grands tabarets, c'est-à-dire les sujets avec ces objets, la pulsion qui va être organisée avec ces objets. Et donc Miller dit que aussi la sublimation de chaque personne, la sublimation peut venir avec les fantasmes de chaque personne. Les fantasmes fondamentaux de chacun, c'est la sublimation personnelle de chacun. C'est comme ça qu'il dit aussi Miller, et c'est très beau. Voilà. Alors, il me semble aussi que pour revenir au titre, le sérieux de la chose, le sérieux de la chose, c'est que quand on dit satisfaction, on fait aussi une espèce d'idéalisation de la sublimation. Mais en fait, la problématique de la chose, c'est que la sublimation ne donne pas une satisfaction parce qu'il y a les non-rapports sexuels, parce qu'il y a un incurable, et puisque les artistes nous démontrent qu'ils traitent la chose, mais qu'ils n'arrivent pas à la traiter complètement, n'est-ce pas? Et c'est ça la chose qui rend... paradoxal. Comment? Paradoxal, non? Paradoxal, problématique, moi je dirais. Problématique. Dans le sens que satisfaction il y a, mais
mais il y a un incurable, il y a les réels comme source, mais les réels comme intraitables, et que donc il y a quelque chose qui ne peut pas guérir. Par exemple, si Cynthia est là, dans son texte sur Leopardi, son texte de Leopardi, et on pourra en parler. Mais précisément, Leopardi, c'est un sujet qui, malgré toute sa production, malgré tous les livres qu'il peut lire, malgré sa bibliothèque, c'est un homme profondément mélancolique et malheureux. C'est-à-dire que la sublimation, et c'est ça ce que je veux dire, c'est bien la distinction que fait Cynthia dans son texte, hein. Oui. Sur laquelle je l'ai interrogée aujourd'hui. Peut-être qu'elle pourrait dire quelque chose parce qu'elle fait une distinction. Je m'attendais pas à parler, je suis là, mais merci d'avoir nommé. Avec tes pantoufles alors, ouais. Et bon. J'étais partie dans mon travail d'une citation, d'une remarque que Éric Laurent faisait quand il se demandait pourquoi, si la satisfaction sublimatoire est si parfaite, pourquoi l'artiste n'est-il pas heureux, hein? Donc c'était ça qui m'avait un peu conduit, m'avait fait penser à Leopardi, hein, et Éric Laurent demande mais alors pourquoi continue-t-il à souffrir, puisque la sublimation devrait le guérir de cette souffrance. Eh bien justement, Leopardi, artiste, poète, écrivain, il souffre toute sa vie, hein, il meurt en souffrant. Et pourtant, il arrive à traiter quelque chose du réel avec la poésie, la littérature, sa fidélité à la lettre, et c'est sa trouvaille, une solution qui n'est pas une solution pour la souffrance, mais c'est son traitement du réel. J'écris, et c'est aussi, à mon avis, une position éthique. Et en effet, à la fin de sa vie, qu'il écrit ce grand poème que tous les Italiens connaissent, que c'est la Ginestra. La Ginestra, c'est une fleur, une petite fleur qu'en français s'appelle le genêt. Et il parle de ce fleur qui fleurit sur les rochers du Vésuve. Hein. Le Vésuve, c'est le volcan de Naples, le volcan qui a enseveli Pompéi, etc. Et donc, cette petite fleur, hein, il fait il dit, il vit là, il cherche pas de s'opposer au volcan, à s'opposer à son destin, il consente, hein. Donc, sa position est de vivre sans lâcheté. Donc, la Ginestra, ce petit fleur, vit sans lâcheté, et c'est sa formule, sa solution, mais avec la poésie, avec la littérature. Et c'est une forme de sublimation, mais ça ne veut pas dire qu'il arrête d'être souffrant, il continue à souffrir. C'est-à-dire que donc ces vides centrales, donc dans la sublimation on les peuple avec des objets magnifiques, avec voilà, des tableaux, des petites sculptures, on les peuple, mais et donc ça donne une satisfaction au regard, mais finalement il y a quand même un incurable, il y a un réel incurable qui oui, mais en même temps, sans son travail de poète, il serait peut-être il n'aurait pas vécu, il serait mort avant, c'est-à-dire c'est ce que lui a permis de tenir dans la vie et de tenir avec cette dignité de l'artiste sans prétendre de bouleverser les choses, de vouloir être transcendant, sublime, etc. C'est pas une sublimation qui veut arriver à résoudre le mal de l'existence, hein, mais à se tenir droit dans la vie. C'est déjà beaucoup. Justement sur ce point, je crois que quand on parle de la sublimation pour montrer ce qu'elle n'est pas, voire comme le dit Éric Laurent à la page 49 de la revue, la possibilité fondamentale d'oubli dans le moi imaginaire, qui serait une des formulations de cette sublimation dont on ne veut pas forcément, c'est moins la sublimation de Freud que la sublimation selon les post-freudiens. C'est-à-dire lorsqu'il développe une théorie du moi
du moi dominant avec l'ego-psychologie, etc., que justement la sublimation devient une opération particulièrement utile pour penser la cure et sa fin, parce que elle est soumise au principe du moi et de son adaptation, comme si la sublimation, c'était une façon de s'adapter avec le réel, de se débrouiller. Or, quand on reprend Freud lui-même, les exemples qu'il peut donner de sublimation ne sont là que comme voile ou bricolage pour cacher un réel grimaçant. Quand on lit par exemple le début de son article sur Moïse, le fait même qu'il n'ait pas la sculpture de Michel-Ange, le fait même qu'il n'ait pas osé d'abord publier avec son nom le texte, qu'il ne l'a fait que plus tard, le fait qu'il aille tous les jours dans l'église pour voir la sculpture, en fait, il le dit très bien, c'est un point d'insupportable qu'il a d'abord rencontré chez lui et qu'en quelque sorte, Michel-Ange, à sa façon, traite à propos du grand homme de l'épopée juive. Donc, même tous les autres exemples de Freud, c'est un réel grimaçant, mais tout ça a été recouvert par les post-freudiens et la promotion du moi. Autrement dit, quand Lacan reprend la sublimation, d'une certaine façon, ça fait partie de son retour à Freud, c'est-à-dire de court-circuiter ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du moi comme acteur et fin de la psychanalyse. Comme ça, c'est assez important de le repérer. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites, Cynthia, parce que vous avez parlé du corps, tenir debout. D'abord, il y a une expérience qu'on a en français, c'est que quand on achète Il Zibaldone, qu'a publié un de mes amis, Bérébi, qui est l'éditeur d'Alia, c'est un livre tellement gros qu'il ne rentre dans aucun cartable. Exact. Donc déjà, presque on pourrait dire qu'il a un poids tel qu'il suggère une dimension de réel que les autres livres n'ont pas, puisqu'on peut les ranger facilement dans ses affaires. Ça, c'est le premier point, presque amusant, mais c'est l'idée que quand Lacan, me semble-t-il, construit l'escabeau, il articule au corps. C'est-à-dire que c'est cette époque où il dit le corps fout le camp. Le corps fout toujours le camp, quelle que soit la structure. Les névrosés s'imaginent toujours que leur corps ne fout pas le camp, au même titre que dans la psychose, dans l'effondrement schizophrénique, etc. Sur en quoi ils n'ont pas tort, mais il n'en demeure pas moins que le corps lui-même ne cesse de tomber, sinon qu'il est repris par une fiction qui, comme vous dites, le fait tenir debout plus ou moins. Et l'escabeau, c'est une modalité. On pourrait même presque dire qu'il y a dans le fantasme une modalité d'escabeau, c'est-à-dire de bricoler de façon la plus singulière un quelque chose qui va faire tenir à peu près dans la vie. Ça me paraît vraiment utile. Marga, oui? Oui, mais moi je suis aussi très sensible à ça. D'autant plus quand même que Léopard, il était bossu, il avait des problèmes physiques, donc il tenait debout. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à l'escabeau et articulé au corps, parce que précisément, Lacan l'articule, et donc avec Joyce, les symptômes, et quand il parle de l'escabeau, c'est au moment où il va parler de la raclée de Joyce, le moment où il se fait battre avec ses amis, et que donc Stéphane, quand il est par terre, il ne sent pas, il ne sent rien, il est désaffecté, et que quand il part chez lui, et il dit j'ai eu une force de l'extérieur et qui m'a enlevé la colère du corps. Je ne sens pas la colère et je le sens partir comme la peau d'un fruit mûr. Et c'est à ce moment-là, quand il ne sent pas le corps, c'est-à-dire quand l'imaginaire du corps se détache du symbolique, que Lacan va parler de l'escabeau.
des joys. Donc, Alors justement, puisqu'on arrive à l'escabeau, je voudrais passer la parole à Dominique Corpelet et qu'il nous dise un peu à ce moment de la discussion ce qu'il veut apporter, et le cas échéant de parler de cette grande chorégraphe dont je lui laisse dire le nom pour faire surprise. Merci Hervé. Alors moi j'étais sensible à ce que vous disiez au début, c'est que les artistes finalement, ceux qui font œuvre de création, ne demandent pas à être interprétés. Et ça pour moi c'est essentiel et ça résonne avec une phrase que dit donc cette chorégraphe belge qui s'appelle Anne-Theresa de Kersmaker, qui a été invitée au Collège de France en 2019 pour le 350e anniversaire de la création de l'Opéra de Paris. Elle parle de la spirale et je vous dirai un petit peu comment elle introduit sa conférence. Et elle dit que finalement, je dois supposer qu'il y a bien à mon désir de danse un noyau, un feu central. Mais ça n'est pas à moi de le dire. Je peux juste décrire le chemin. Ce chemin en spirale, à la fois obstiné et versatile. Alors moi, je connaissais Anne-Theresa de Kersmaker pour des pièces que j'avais vues à Paris ou ailleurs, mais je ne connaissais pas ce petit opuscule et cette conférence. Et j'ai trouvé remarquable la façon dont elle introduit d'emblée sur la figure qui a animé toutes ses recherches et qui, d'une certaine manière, retrace son cheminement lui-même. Elle dit, je cite, « La figure qui a toujours été la mienne et qui est presque devenue un fétiche et que j'utilise sans réserve dans mes chorégraphies est celle de la spirale. C'est une figure de vie, une figure géométrique. Vous tournez, vous changez, puis vous vous retrouvez sur le même site qu'au départ, mais plus tout à fait à la même place. » Alors, elle va développer la question de la spirale. Alors, il y a deux choses qui m'intéressent dans sa création. C'est d'abord l'emploi qu'elle fait de la musique et notamment des formes logiques au cœur de la musique. Donc, elle travaille beaucoup avec Bach, avec la musique formelle, minimaliste de Steve Reich, par exemple. Et ce qui l'intéresse, c'est la façon dont la musique parvient à rendre sensible, à incarner des abstractions. Et elle va essayer de reprendre cette logique-là dans ses propres chorégraphies en constituant des circuits, notamment avec ce qu'elle appelle la spirale d'or, qui est construite selon la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Et j'ai été assez frappé de voir parce qu'en plus, elle parle beaucoup de ce qu'elle fait, non pas tellement pour interpréter ce qu'elle fait, mais je trouve que ce qu'elle dit va en même temps que son œuvre. C'est un peu ce que vous disiez d'ailleurs dans l'article que vous avez écrit, Hervé, sur Albert M, c'est que le discours n'est pas un commentaire de l'œuvre, mais ça va ensemble. Et chez elle, c'est à peu près la même chose. Et j'étais assez frappé alors moi, j'ai abordé son travail, pas à partir de l'escabeau, mais vraiment à partir du séminaire 7 sur tout ce que développe Lacan sur Das Ding et le mouvement autour de Das Ding et sur la vacuole dans le séminaire 16. Et par exemple, donc Lacan reprend toute une série d'apologues. J'ai relu ça récemment, j'étais assez frappé par le nombre d'apologues qu'il utilise. Donc il y a les boîtes d'allumettes de Prévert. Il dit que une boîte d'allumettes peut sous la forme Erscheinung, donc surgissement, être une chose. C'est la transformation d'un objet à une chose. Il parle du potier et donc du vase qu'il emprunte à Heidegger. Il reprend le pot de moutarde, le macaroni. Je le cite, un trou avec quelque chose autour. Il parle aussi de l'architecture, de quelque chose d'organisé autour d'un vide. Le temple est une organisation autour du vide. Il parle des cavernes d'Altimara, un lieu central, une extériorité intime, une extimité qui est la chose. Il dit ces figurations, les images jetées sur les parois de la cavité qu'est la caverne, désignent le vide de la chose. Et il m'a semblé finalement, j'ai essayé de tenir un peu les deux bouts, à la fois le discours d'Anne-Theresa de Kersmaker sur son œuvre et ce que disait Lacan sur Das Ding, pour voir un petit peu comment Anne-Theresa de Kersmaker se débrouille avec cette question du vide, comment elle essaie de tourner autour en spirale, et je trouve qu'elle nous montre particulièrement le chemin que cela peut être. Lacan, d'ailleurs, j'étais assez frappé, insiste sur la question du chemin, finalement, autour du vide de Das Ding. Il reprend d'ailleurs aussi l'aspect topologique de la configuration de la vacuole
dans le séminaire 16. Voilà un peu comment j'ai essayé d'attraper la chose avec cette chorégraphie. Mais est-ce que vous seriez d'accord, Dominique, de dire que le séminaire 7, dont Jacques Alain rappelle dans son cours qu'il a fait rupture par rapport à ceux qui précèdent, puisque ce n'est plus le signifiant qui travaille, le signifiant besogneux, le caractère flamboyant et baroque des formations de l'inconscient, mais c'est lorsqu'il va définir Dasdin comme la réalité muette qui commande. Et ça me paraît une rupture, et que c'est justement à partir de là que vous réarticulez l'artiste, dire par rapport à un point qui est silencieux, que là où le signifiant ne peut le réduire. Et vous seriez d'accord de l'importance de ce séminaire qui n'est pas du tout dépassé par rapport à ça, à ce qu'il peut dire de la sublimation. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, quand on écoute de Kersmaker, enfin moi j'ai été frappé par l'insistance qu'elle a à essayer de construire quelque chose avec du signifiant, mais néanmoins elle est sans cesse amenée à y revenir, comme s'il y avait quelque chose qui était irrécupérable dans le chemin en spirale. Elle y revient sans cesse. C'est vraiment quelque chose qui est frappant. Je le mets en lien avec l'entretien que j'ai trouvé formidable avec Pierre Antonucci, où il fait valoir le cessa, l'eureka, lorsqu'il trouve la figure du cheval. Et combien finalement il n'a de cesse d'y revenir, d'essayer de creuser cette figure, avec tout ce qu'il invente autour de l'atelier circulaire. Et moi, ce qui me bluffe dans cette histoire de la création, c'est qu'il y a quelque chose qui insiste, qui revient sans cesse sur le métier, sans jamais n'arriver à le cerner par le discours et par le signifiant. Je trouve que cette interview, je l'ai relue pour un peu préparer cette soirée. L'interview avec Pierre Antonucci est remarquable. Moi, il m'a appris énormément de choses sur l'éclair, sur le cessa de la trouvaille. Mais je crois, mais peut-être Stella pourra rebondir ou d'autres, c'est que avec une telle boussole, on a un outil extraordinaire pour pouvoir dialoguer, converser avec des artistes. Si on part du côté du sens, disons de l'imaginaire, voire même qu'on l'élève à la dignité du concept, le symbolique, l'artiste souvent ne répond pas ou répond à savoir. Il repasse avec nous le baccalauréat. C'est des intellectuels, on va leur dire ceci, cela. Ça ne marche pas. Mais dès qu'on leur demande comment vous vous y prenez, par exemple, c'est-à-dire comment ils vont bricoler cet escabeau, même s'ils n'ont pas le terme, et quand on leur donne, ils sont très contents, c'est-à-dire de faire avec disons le trou, si on parle avec les termes de la fin de l'enseignement de Lacan, là, ils ont beaucoup de choses à dire. Parce qu'on ne les coince pas du côté l'intellectuel, entre guillemets, attend les paroles de l'artiste ou les explications de l'artiste. Ce qui généralement n'est pas bon, il ne donne pas de bonnes explications, c'est assez inintéressant. Alors que dès qu'on leur demande comment vous vous y prenez, c'est absolument formidable ce qu'on obtient. Oui, moi, il me semble que c'est justement quelque chose qui a pas si mal que ça réussi l'Envers de Paris. Justement, je pense aussi au vecteur, par exemple, théâtre Marga. Je pense à ce vecteur qui a réussi justement à faire un travail avec les artistes sans jamais tomber dans la psychanalyse appliquée. Ça, je dois dire que je trouve ça assez remarquable, la manière dont vous avez travaillé cette question les 2 dernières années, parce que jamais, en présence des artistes, on s'est dit voilà les analystes qui vont aller faire leur psychanalyse appliquée avec les artistes. Au contraire, il y avait une façon de leur donner la parole chaque fois que je trouve singulière à l'Envers. Il y a quelque chose qui a été trouvé là, il me semble. Oui, en effet, c'est de ce côté-là, pas du tout de donner du sens, mais du côté du réel. Et j'aimerais bien revenir, Hervé, sur quand vous dites le séminaire 7 a fait rupture. Et écoutez, donc la leçon de Miller du 12 janvier 83 qui ont publié et parle de ça.
C'est-à-dire que là, Miller, et là, on peut voir comment il a mis les titres de cette leçon opérée avec la chose parce que donc il dit que dans les séminaires. Ça, c'est Pascal Fary, hein, c'est pas Miller, c'est Pascal Fary. Ah, c'est Pascal Fary qui Non, c'est Pascal Fary qui a choisi de titrer enfin, je suis déçue. travail, mais Enfin, Pascal Fary, et Miller a accepté. Ah, il a accepté. Bon, c'est parce que Miller Lacan Miller dans cette leçon, il dit que dans le séminaire 7, Lacan a un double mouvement. D'abord, il a un mouvement soi-disant de promotion du symbolique, mais là, il avait fait déjà depuis le rapport de Rome, mais là, il fait la promotion du signifiant dans le symbolique. Et deuxièmement, et plus important, il fait la promotion du réel. Et là, Miller, il dit, parce que ce qu'il veut Lacan, c'est faire entrer dans l'enseignement à ces analystes qui l'écoutent de comment opérer avec le réel. Et ce sont les mots de Miller, de leur apprendre comment opérer avec le réel. Et ensuite, il commence à parler de la sublimation, mais il me semble que c'est ce on peut appliquer à la sublimation et quand on converse avec les artistes, de comment ils s'opèrent avec ça. Eh bien, alors, j'ai vu que Nathalie Georges et Hélène Bonneau étaient parmi nous. Or, il se trouve qu'elles sont présentes dans ce numéro à la rubrique Lire. Alors, je ne sais pas, est-ce que peut-être Nathalie voudrait dire quelque chose à ce moment de la discussion? Bonsoir, merci. Bonsoir Nathalie. Oui, où est-ce qu'elle est, Nathalie? Où est Nathalie? Où est Nathalie? Ah, elle est là. Voilà, ça y est. Moi, plus on s'enfonce dans ces propos, plus je trouve ça difficile. Je trouve ça une matière très difficile à manier. Et alors peut-être tu vas nous alléger. En fait, j'ai essayé finalement, j'ai eu l'occasion m'a été donnée, je ne sais pas comment et par quoi, un phénomène ou un événement, je ne sais pas. Et au fond, j'ai rendu compte de ce phénomène et de cet événement dans la revue Horizon. Stella a accepté ce témoignage et même des collègues ont fini par me poser quelques questions. Et donc je pense que c'est dit un peu dans l'entretien ce qui s'est passé et qui m'a vraiment mise au travail après parce que je me suis bien rendu compte quand même que justement un créateur, que je ne suis pas du tout, un créateur, ça se confronte tous les jours au vide, il me semble. Je crois que le créateur, il a un rapport foncier au vide, que ce soit la page blanche ou je sais pas, les objets avec lesquels il va construire quelque chose. Et au fond, foncièrement, entre sublimation et symptomatisation, moi je ne me retrouve pas toujours très bien, parce que je crois me rappeler que d'ailleurs Freud a parlé des sublimations sociales, par exemple, de la sublimation qui était de trouver un travail qui vous plaise. Il a même rangé ça dans la sublimation à certains moments. Donc ça n'a même pas forcément grand-chose à voir avec l'art. Et la symptomatisation, apparemment, n'est pas non plus nécessairement corrélée à l'art. Et on est souvent pris dans un balancement. Enfin, très vite, on arrive à l'art parce qu'au fond, ça nous fascine, ça nous échappe. Alors que Freud, tout de suite, a dit pourquoi quelqu'un est un artiste, c'est pas la peine de se le demander, on n'en sait vraiment rien. Et voilà. Mais la question de l'artiste, je me rappelle quelque chose que Laurent avait dit qui m'avait été une boussole pendant un moment. Il disait au fond, les artistes, ils apportent quelque chose dans le monde en plus, même si c'est avec du moins. Mais les analystes, ils retranchent. Ça m'avait paru limpide, ce binaire. Et
Et voilà. Et donc, tu qui parlait de Visium-Baldone et comme la chose intransportable, ben on a Redivivus qui n'est pas mal non plus dans le genre. On est avec des monstres, essayer de rentrer dedans, de les réduire, de les découper, de les disséquer, de les reconstituer. Bon, c'est un plaisir particulier, c'est celui de l'amateur, c'est celui du lecteur, c'est celui qui se casse la tête. C'est sublimatoire aussi, ça donne une jubilation particulière de faire ça. Ça, c'est du côté, je crois, de la sublimation. La création, c'est autre chose. C'est pas parce qu'on prend un stylo et qu'on écrit sur une page blanche qu'on crée quoi que ce soit. Moi, ma petite expérience, finalement, elle m'a appris que on pouvait traiter un événement de corps avec un stylo, pour peu qu'on sache un petit peu le tenir, et puis même faire précipiter dans une forme déjà connue des résidus signifiants qui chiffrent quelque chose d'une expérience tout de même de jouissance, qui est à la portée de tout un chacun, d'une manière ou d'une autre. Certains dessinent, d'autres écrivent, d'autres modèlent. Enfin, les enfants font tout ça toujours, quand on les embête pas trop. Et c'est ce que disait d'ailleurs Queneau quand on lui demandait comment il était devenu écrivain. Il disait « Oh, vous savez, moi j'ai fait des bâtons, hein, puis moi j'ai continué. J'ai commencé à l'école à faire des bâtons, et puis j'ai continué. » Il y en a qui continuent pas. Voilà. Enfin, nous sommes ceux qui ne continuons pas. Mais nous sommes ceux qui pouvons accueillir, à la fois aller à la rencontre des artistes dans la société, disons, aller chercher quelque chose, de l'échange avec eux, qui nous apprennent quelque chose, qui nous enseignent quelque chose. Et puis nous pouvons aussi recevoir des gens qui ont une pratique artistique et qui sont de grands malades. Quand même deux modes de conversation très différents. Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'important dans ce que tu viens de dire, Nathalie, c'est que toute symbolisation n'est pas une création. Ah bah oui. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que nous avons la pente d'étudier souvent le procès de symbolisation ou l'escabeau par le biais des œuvres, c'est-à-dire là où la création est engagée. Mais c'est vrai que dans une cure, par exemple, la sublimation pourra se repérer par d'autres biais qu'une création qui, elle, nécessite d'autres moyens et surtout de faire entendre un moment du réel de l'histoire, ce qui n'est pas le cas des sublimations communes, qui n'ont de valeur que privée. Oui, je suis d'accord. Peut-être Hélène Baudot sur ce thème de l'écriture. Une petite seconde avant, parce que oui, pour ajouter que Lacan, dans les séminaires 14, il parle de que la sublimation ne s'applique pas seulement au sublime. Et c'est là où il parle de, comme il dit, faiseur de chapeaux, faiseur de robes, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les sublimes, la sublimation. Oui, tout à fait. Et Hélène Baudot, je l'ai vue tout à l'heure. Est-ce que vous voyez Hélène Baudot? Moi, je ne vois pas Hélène. Hélène, elle est là. Oui, bonsoir. Non, je suis là, Marga, je suis là. Oui, je suis là. Je suis prise au dépourvu, j'étais un peu plus branchée, pas trop branchée sur ces questions, plutôt sur d'autres actuellement. Mais que dire? Oui, l'écriture, bien sûr, ça fait, qu'est-ce que je pourrais dire? Pour moi, évidemment, c'est plutôt du côté du symptôme, plutôt, enfin, ou du symptôme, plutôt que du côté de la sublimation, encore que finalement, on peut toujours imaginer, mais ça, c'est jamais celui qui écrit qui l'imagine, qu'il écrit pour satisfaire son narcissisme. Ou son désir de reconnaissance, ou la voix une voix possible pour lui de se faire
oui, de se faire connaître, donc de se hisser sur un escabeau. Bon, franchement, j'ai pas du tout cette idée-là en ce qui concerne mon propre travail, parce que je n'ai réussi à publier quelque chose que très tardivement dans ma vie. Et c'est pas parce que je n'écrivais pas, j'écrivais avant, mais j'avais jamais pensé que ça pouvait être publiable. Il a plutôt fallu un autre qui me demande d'écrire sur quelque chose pour que grâce à lui, grâce au transfert, je puisse m'y mettre avec justement cette idée d'un livre, par exemple, de concevoir un livre. C'était pas quelque chose qui était dans ma tête auparavant. Au contraire, je pensais que quelqu'un moi j'aimais écrire, mais j'aimais écrire des choses brèves, des choses instantanées, des petites phrases chocs. Voilà, j'aurais pu faire, je me disais souvent que j'aurais pu faire le métier de publicitaire, parce que j'ai parfois des idées, des phrases comme ça qui viennent et qui peuvent faire, voilà, qui peuvent dire quelque chose, qui parlent aux gens. Mais bon, voilà, écrire un livre, c'est une dimension beaucoup plus complexe et beaucoup plus aventureuse. Il faut construire quelque chose. C'est toute la différence entre écrire et écrire pour écrire, un peu comme les surréalistes écrivaient dans une dimension de jouissance absolue à faire des mots pris dans une association libre, par exemple, et puis construire quelque chose qui vient, qui a pour projet d'apprendre à l'autre quelque chose, ou de contribuer à un travail collectif, comme les livres de psychanalyse, par exemple. Donc il ne s'agit pas du même autre, Hélène. Pardon? Il ne s'agit pas du même autre, celui auquel tu t'es, disons, adressé pour les 2 premiers livres et celui du roman. Non, mais je parle pas de mes livres, je préfère pas. J'essaie de dire comme ça spontanément, parce que comme ça me vient finalement, puisque j'ai pas réfléchi, cette histoire de qu'est-ce que c'est un livre finalement. C'est une construction. Enfin même la revue quand on fait une revue aussi, c'est une construction, parce que c'est une succession d'articles, mais enfin, il faut encore réfléchir à la façon dont on va les ordonner. Alors que écrire comme ça, comme j'ai beaucoup écrit, moi, par exemple, bien avant justement de l'écriture d'un livre, c'est une jouissance qui ressemble beaucoup à la jouissance de la parole, à écrire comme Lacan l'écrit avec 2 P. C'est voilà, la jouissance des mots, de la sonorité, de la satisfaction, à inventer une façon. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Pardon? Non, je crois que c'est quelqu'un qui a débranché son micro, mais ça ne t'était pas adressé. Oui. Oui, voilà. Bon, je sais pas si ça vous parle. Juste une remarque, Hélène, dans ton intervention, si tu me permets. Je pense que chez les surréalistes, que j'aime beaucoup, il y a une construction, même dans les moments des cadavres exquis. C'est extrêmement construit. Simplement, c'est ce qu'on appelle de produire une œuvre qui soit construite, mais qui donne l'aspect de ça vient tout seul. C'est comme par exemple quand on dit chez Balzac, j'aime beaucoup cette expression, je crois que c'est une discussion que j'avais avec Jacques Alain il y a très longtemps. Chez Balzac, les concierges ont du génie.
Mais quand vous lisez ce que disent les concierges chez Balzac, elles ne parlent pas comme les duchesses. Elles parlent comme les concierges, avec le style haché, les intonations telles qu'il peut arriver à les décrire. Et pourtant, c'est extrêmement construit. Donc, c'est un parler, une oralisation du texte écrit. Donc, même les textes qui apparaissent comme les plus ouverts, les plus associatifs, sont extrêmement construits. C'est seulement la petite c'est pour ça que ce sont de grands écrivains et pas simplement ceux qui griffonnent des voilà. Moi, les cadavres d'esprit, c'est très construit. Même si ça prend l'aspect de l'association et du hasard. D'accord, très bien. Oui, enfin, donc effectivement, je n'ai pas été, par exemple, écrivain au sens que tu viens de dire en parlant des surréalistes. Voilà. Mais si je peux me permettre, je peux me dire encore un tout petit mot? Bien sûr, je pense parce que ça, forcément, ça commence à passionner l'affaire. En fait, enfin pour moi, mais pas que pour moi, je pense. La question vraiment, c'est de savoir si la psychanalyse a changé quelque chose à la littérature. Il y a eu la littérature depuis toujours, la poésie depuis toujours, et puis un jour la psychanalyse est arrivée et elle a été reçue d'ailleurs souvent par des écrivains dans un grand malentendu. Et ce malentendu, c'est les expressions de ce malentendu que je trouve extrêmement intéressantes, qui sont parfois productives et riches pour les deux d'ailleurs, pour l'écrivain et pour les psychanalystes. Mais les écrivains, ils avaient une fonction sociale avant. Le grand écrivain dont tu parles, Hervé, c'est celui qui nous dit comment aimer, comment haïr, comment s'ennuyer. C'est celui qui a quand même renouvelé le goût dans une société. La psychanalyse, c'est quand même, à sa pointe, hissé sur cet escabeau-là de vouloir apporter à la société quelque chose, mais enfin comme c'était la peste, évidemment, elle a été un petit peu autrement reçue, et j'ai l'impression qu'on est dans cette conversation difficile et passionnante et parfois féconde avec les créateurs depuis que la psychanalyse existe et que certains l'admettent. Oui, ça me paraît juste, d'autant plus que l'irruption de la psychanalyse a rendu le journal intime grotesque. Voilà. Tu vois, je lisais encore Solers. Des effets immédiats. Je lisais encore Solers il y a 2 jours. Il disait, je reçois comme dans Discours parfait, il y a une petite incidente comme ça. Il est variable, hein, Solers, dans son transfert à la psychanalyse. Mais là, tout à coup, il disait, je reçois des jeunes gens embarrassés avec leur imaginaire comme c'est pas possible, mais qu'ils aillent s'allonger. Il écrit ça dans Discours parfait au détour d'une page comme ça. Donc, il y a quand même aussi quelque chose d'une contestation au sein même de la littérature du recours à l'écriture. Ça peut pas. Le recours à l'écriture, c'est très bien si c'est thérapeutique, ça reste dans les tiroirs, pourquoi pas, c'est très bien. Mais c'est la question de ce que la littérature est aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit de livres produits qui n'en sont pas tout de même, c'est une vraie question. C'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on est écrivain. On est écriveron, comme disait Queneau. C'est plus marrant. C'est toute la question des témoignages. Les livres qui témoignent, par exemple, les derniers livres, enfin qui ont fait beaucoup parler au niveau du féminisme, et qu'on a nous-mêmes salué comme des témoignages importants, que ce soit le livre de Springora ou Kouchner, etc. Ce sont des livres témoignages qui viennent dire finalement le trauma. Alors bon, il se trouve que ce sont quand même des personnes qui ont fait une analyse, qui ont quand même été parlées de leur affaire sur un divan. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, l'écriture est venue prendre une place oui, d'adresse à l'autre, comme le dit très bien Stella. C'est-à-dire, oui,
sortir du privé, sortir de l'anonymat et dire mon trauma à la terre entière. Parce que finalement, il s'agit quand même de ça. C'est quoi ça, justement? Eh bien, de dénoncer finalement une certaine forme de violence qui était faite à une femme, qui était totalement impossible à dire, impossible à entendre, sûrement, surtout jamais possiblement énonçable. Ce sont des phénomènes, c'est vrai. Oui, c'est ça, ce sont des témoignages. D'ailleurs, finalement, dans la discussion qu'on a eue samedi, la question d'école, puisque là maintenant, d'un seul coup, ça m'a traversé, je me suis dit finalement, dans cette histoire de plus aimer les témoignages de passe comme étant trop des storytelling, il y a peut-être ce phénomène de désenchantement d'une forme de témoignage parce que tout simplement tout le monde témoigne. Beaucoup de gens témoignent de leur malaise ou de leurs symptômes ou du drame de leur vie, la perte d'un enfant. Enfin bon, c'est très fort. Alors Hervé, tu dis que le journal intime n'est plus de notre époque. Bien peut-être, j'ai jamais réfléchi à ça, mais la psychanalyse est quand même responsable de tous ces témoignages parce qu'ils se font sur ce mode de l'analyse quand même. Ils se font sur le mode de l'analyse, ils sont demandés et accueillis comme témoignages, mais justement, ça, la dimension du témoignage, et donc l'articulation au social, à la culture, à la politique, etc. Il n'y a pas un travail, par exemple, sur la langue ou la littérature. Leur objet, ce n'est pas la littérature. Non. Alors que un écrivain, c'est en quelque sorte, presque on pourrait dire, son objet, c'est la littérature elle-même. Exactement. Alors que là, quelle que soit l'importance de ces témoignages, c'est la littérature qui n'est pas convoquée. Ce qui est convoqué, c'est une parole qui va enfin pouvoir être dite, y compris pour déboulonner d'autres qui parlent et témoignent en public à droite ou à gauche, puisque chaque fois, dans les deux récits que tu as rapportés, c'est des personnes connues qui, par ailleurs, soit écrivaient, soit avaient des fonctions universitaires importantes. Donc, c'est vraiment presque une façon de récupérer une parole qui avait été recouverte. Que la parole des femmes soit recouverte par celle des hommes, c'est pas une nouveauté, c'est pas un constat nouveau, mais c'est très important qu'effectivement ces nouvelles paroles puissent émerger. La littérature, c'est autre chose, qu'on le veuille ou non. Absolument. On est d'accord. On est d'accord. C'est des vraies questions, parce que moi, c'est vraiment une question que ces deux personnes que tu as citées, Hélène, aient effectivement fait, et dit avoir fait une analyse et eu, en plus, fait ça. J'ai pas de réponse, hein, mais j'ai une question par rapport à ça. Ça m'a étonnée comme issue. Ça me paraît pas... ça me paraît pris dans un mouvement quand même effectivement de ce que tu disais au départ, justement, de se construire un escabeau pour tout de même parler à la terre entière, comme tu l'as dit. Oui, il y a une dimension politique quand même. Il y a une dimension politique qu'on peut pas oublier. C'est pas simplement ce que par exemple Lacan appelle l'argueil, sur orgueil. Bon. Il y a une dimension politique. C'est trouver le moyen pour témoigner avec un effet politique. Oui, mais c'est vrai que c'est à l'opposé de ce que vous dites sur la création et la littérature. Oui, c'est pas du même registre. C'est pas du tout du même registre. On est d'accord. D'accord.
Stella, comment tu voudrais reprendre, comment vous Moi, diriez reprendre? là, j'étais en train de penser à Virginia Woolf, par exemple, qui avait mené un journal depuis l'âge de 4 ans jusqu'à la fin de sa vie, et c'était pas, c'était, et en effet, elle était quand même, évidemment, elle était aimantée, elle, par la littérature, mais par exemple, son journal c'est tout sauf quelque chose qui tombe des mains. Enfin, pour moi, ça ne tombe pas du tout des mains. J'appelle ça enfin, il se passe vraiment quelque chose quand je la lis. Je ne sais pas si je peux dire que le journal est de la littérature ou pas, mais il se passe pour moi quelque chose quand je la lis. Il y a quelque chose qui percute. Et en même temps, c'est pas du tout, on peut pas du tout la réduire, elle, par exemple, à la valeur du témoignage, de la dénonciation, enfin, même s'il y a tout, non. Donc non, je m'interrogeais sur cette histoire de l'ère du journal qui serait le journal qui aujourd'hui nous ennuie, quoi, il nous tomberait des mains. Non, c'était pas par rapport à la littérature et au journal intime. C'est l'idée que le journal intime était une pratique qui a au fond été rendue un peu caduque par la psychanalyse, mais pas forcément le journal intime publié. Aujourd'hui, c'est très rare que quelqu'un vous dise « je tiens un journal intime », alors que le 19e siècle a été le moment où, dès qu'on savait à peu près écrire, donc effectivement c'était un milieu de la bourgeoisie éclairée, il y avait l'idée du journal intime, de la correspondance, etc. Ça n'accédait pas à la littérature, mais c'était aussi un lieu où, à la fois, en dévoilant, on ne fait que recouvrir ce que la littérature, quelque part, trouve. C'était Lacan qui devait dire, d'autres, on peut reprendre l'idée que vraiment, pour savoir quelque chose d'un auteur, il ne faut jamais aller d'emblée du côté de son journal intime. Sauf chez Gide, parce que le journal est quand même, d'une certaine façon, supérieur à l'œuvre des récits. Oui, peut-être vous voulez reprendre, Stella, ou Marca, ou Dominique? Ou bien il y a peut-être d'autres collègues qui, plus discrets ou que je n'ai pas vus, ont participé au livre mais n'ont pas encore parlé. Peut-être Guillaume Libert, je ne sais pas s'il est là. Et vous-même, Hervé, nous parler de votre Non, moi je me passe on s'est quand même posé la question en préparant un petit peu comme ça, Hervé, quand même, Albert. Je m'y passe complètement et avec beaucoup de plaisir. Donc, qui y a Guillaume Libert, vous dites? S'il est là? Non, mais je crois qu'il n'est pas là, Guillaume. D'accord. Et peut-être il y avait un cartel qui s'était occupé de traduction de Freud. Oui, ça j'aimerais bien. Enfin, il y a Emma Edelstein si elle veut parler de. Voilà, Emma, qui va parler de Marguerite Duras. Oh là là. Duras, c'est un texte vraiment en soi, c'est un texte. C'est un plus que. Alors, où elle est? Bon. Je suis là. Eh ben, c'est à vous alors. Oh là. Ah ben ça, comme introduction dans le débat, merci beaucoup. Ah bah si, c'est très bien. Bah c'est très bien. Non, ce que. Vous avez beaucoup de gentillesse. Bah oui, beaucoup. Bah oui, c'est beaucoup. Je ne vais pas vous embêter. Hein. Bah oui, parce que tu as réussi à faire un texte extrêmement. Bah sur un livre très dense, quoi. Donc. Un livre très dense, c'est un texte magnifique que tu as réussi à produire. Bah inspirant, et justement donc le livre dont on parle, c'est donc l'ouvrage collectif Duras avec Lacan. Ne restons pas ravis par le ravissement. Et donc bon, j'en ai écrit quelques mots dans Horizon. Et ce qui me venait là en écoutant tous ces éléments de la soirée, c'est un peu ce mot de rencontre quand même entre l'analyste et l'artiste, et que peut-être justement ce livre témoigne d'une rencontre entre Lacan et Duras assez réciproque, puisque Lacan évidemment on écrit ce texte hommage à Marguerite Duras du ravissement de Wolfenstein, mais Marguerite Duras en dira aussi bon, pas énormément de choses, mais quand même une phrase assez frappante que je trouve importante à relire quand même, puisque elle vient dire elle aussi qu'elle est abasourdie, elle prend ce mot-là par rapport à ce que Lacan dit de son texte sur Wolfenstein. Elle écrit ça dans Écrire justement,
Elle dit à Lolvestein, je n'y pense plus, personne ne peut la connaître, LVS, ni vous ni moi, et même ce que Lacan en a dit, je ne l'ai jamais tout à fait compris. J'étais abasourdie par Lacan, et cette phrase de lui, elle ne doit pas savoir ce qu'elle écrit, attendez, elle ne doit pas savoir ce qu'elle écrit, parce qu'elle se perdrait, et ça serait la catastrophe. Elle poursuit dans écrire, c'est devenu pour moi cette phrase comme une sorte d'identité de principe, un droit de dire totalement ignoré des femmes. Je me disais que vraiment qu'il y avait quand même, quand l'analyste parle d'un auteur, une rencontre pour lui. On parle du symptôme ou du réel auquel a affaire l'artiste ou l'écrivain, mais il y a aussi le point, peut-être l'accroche de l'analyste dans telle ou telle œuvre et de pourquoi il parle de cet auteur-là et pas d'un autre. Alors voilà, c'était ce que je souhaitais un peu mettre en valeur, et l'ouvrage collectif Duras avec Lacan montre ça. Chaque analyste qui a produit un texte dans ce livre est parti d'un point, je pense, je sais qu'il y en a certains ce soir ici qui pourront peut-être nous le dire, mais un point qui chez eux a résonné. Alors pour cet auteur-là, Marguerite Duras, mais on n'écrit pas non plus, ou on s'intéresse pas, on ne fait pas conversation avec tous les artistes. Le symptôme, il est aussi de notre côté. Tout à fait, mais le sous-titre du livre oui. est intéressant puisqu'il s'agit de se déprendre de la fascination que pourrait produire le texte. La fascination, mais justement en écrivant, et je pense que les analystes qui ont produit ces écrits ensuite s'en départissent pour pouvoir en dire quelque chose qui ne soit pas juste être fan de Marguerite Duras ou l'aimer juste comme ça, en tirer un enseignement, un point, et le livre montre la rencontre que Lacan fait avec ce livre-là en particulier, le ravissement de Lolvestein, au point d'en parler, de parler du ravissement comme d'un concept. Enfin, je trouve ça, voilà, assez assez fort. On avait même organisé des journées dans le cadre du Forca avec Jacques Alain, qui s'appelait Le Ravissement. Ouais. Parler de l'être à trois, comme Lacan en parle, et comment ils correspondent tous les deux. Moi, c'est ce qui m'a intéressé dans le livre et qui est vraiment très précis pour chaque article. C'est cette rencontre, ce dialogue, voilà. Et bon, c'est cette logique-là que j'ai trouvée intéressante. Et d'ailleurs, Jacques-Alain Miller, dans les cours qui sont publiés, dit bien qu'il n'est pas parti de là non plus, enfin que c'est pas forcément une auteure je vais pas dire qu'il apprécie pas, mais je veux dire c'est pas de ce point de vue-là qu'il s'intéresse à Marguerite Duras, lui, après. Je me rappelle, puisque j'assistais à son cours, quand il avait parlé de Marguerite Duras, Jacques Alain avait dit très précisément, c'est pas un article de Lacan que j'aime particulièrement. Ouais. Il avait dit ça. Il a des grâces de pachyderme. Voilà. L'effet que ça avait eu dans la salle, qui est plutôt une génération durassienne. Il avait dit, oui. Il avait dit qu'il aimait pas. De Mrs. Dalloway aussi, de Virginia Woolf, que c'était un gentil roman. Qui laissait entendre que, oui. Et c'est pas effectivement ça qui l'a intéressé dans le ravissement. C'est quand même plutôt enfin voilà, tout ce qu'il peut dire de l'être à trois. Et ce qui était intéressant dans ce sous-titre, ne restons pas ravis par le ravissement, c'est ne restons pas, d'abord on peut être, premièrement ça veut dire qu'on peut être ravi néanmoins par l'écriture de Duras, dans un premier temps, mais ne restons pas au sublime de l'écriture. Et finalement, Lacan termine son texte en disant que Duras célèbre les noces taciturnes de la vie vide avec l'objet indescriptible. C'est bien de ça dont il s'agit finalement, c'est toujours tourné autour de cet objet indescriptible. C'est un peu comme ça, moi, que j'entends « ne restons pas ravis par le ravissement ». Au moment où il écrit l'article, il est quand même il sort du séminaire des 4 concepts fondamentaux sur l'objet regard. Je pense qu'il est attrapé probablement quand il lit ce livre, il est attrapé aussi parce qu'il est en train de
de construire dans son séminaire. Et puis Regard. on a dans ce texte une définition de la sublimation, c'est la récupération de l'objet. Oui, parce qu'il dit que Duras montre l'objet regard à l'état d'objet pur dans l'Olvestein et qu'elle l'a récupéré dans son art. C'est ça. On récupère Mais vous voyez, par exemple, puisque je vais vous faire une confidence. L'écriture de Marguerite Duras, notamment dans Dolvestein, est extrêmement limpide et ça se lit extrêmement facilement. Donc, pour ne pas être fasciné, c'est mon petit bricolage personnel, je ne devrais pas peut-être le dire en public, j'ai pris la Pléiade et j'ai pris les textes dont personne généralement ne parle, que j'ai lus. Donc, la série du Gange, etc., etc. Et c'était ma façon à moi de me déprendre de la fascination des textes si souvent commentés, où là, c'est une écriture beaucoup plus difficile que dans l'Olvestein. Par exemple, il y a des descriptions sur le mode nouveau roman qui sont très longues et il faut tenir presque physiquement la lecture de 3 pages de description des angles droits, etc., ou pas droits, dans le paysage. Donc, on a tous des bricolages en tant que lecteur par rapport à un texte. Ça, je me suis amusé une fois aussi à le faire avec mon copain Eric Marty, celui qui a écrit maintenant sur le genre. Mais enfin, on était allé à un colloque ensemble sur Sade et effectivement, tout le monde citait Sade. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais tu as tout lu, toi, Sade? Il me regarde, il me dit, bah non, bien sûr. Je lui dis, il y a des phrases que tu peux pas lire parce que c'est trop dur. Et donc, on était arrivé à dire dans un colloque universitaire, en plus c'était à Lacoste, là où Sade a son château, on était en train de dire aux étudiants, mais vous savez, vous parlez d'un texte, mais vous en avez lu qu'un tout petit bout. Puisqu'au fond, il y a une sorte d'interdit de lecture. Moi, je n'arrive pas à lire Sade, par exemple. Donc, je lis, je commence la phrase et je tourne 4, 5, 6 pages. Vous voyez, la lecture oblige à des petits bricolages aussi. Pour se déprendre, non pas de la fascination, mais mon aspect janséniste ne me permet pas de lire ça dans le texte, dans les descriptions, ça, je ne peux pas le faire. Donc, le bricolage est aussi du côté du lecteur, ça c'est du Roland Barthes dans le texte, mais ça me paraît important. Donc, vous voulez, Stella, dire quelque chose, puisque vous avez coordonné le numéro, vous savez tous les textes par cœur. Ah, mon Dieu, c'est difficile parce que... Non, pas Dieu, ne faites pas le coup de Dieu, là. Le coup de Dieu. Moi, je voudrais dire voilà, Marga qui ne parle pas de Dieu. Parce que, comme vous dites, 22h15, il nous reste 2 minutes et j'aimerais bien parler de Suzanne Homel et de son groupe de lecture. Parce que comme c'est un groupe précisément ça, c'est le travail à partir de l'Anvers de Paris. C'est-à-dire qu'il y a 10-12 ans, la première fois que j'étais directrice de l'Anvers, j'avais demandé à Suzanne de faire un groupe de lecture de Freud. Et ce groupe est devenu petit à petit un groupe dans lequel il y a plusieurs personnes espagnoles, italiennes, allemandes, etc. Et finalement, c'est devenu un groupe de traduction où Suzanne n'est pas là, mais ils lisent Freud dans toutes les langues. Nathalie Meunier est là. Eh ben, elle va nous parler parce que il va y avoir un événement qu'elle va nous annoncer. Nathalie. Nathalie. Tu actives ton micro, Nathalie. Comment? Il faut activer ton micro, Nathalie. Ah, voilà, Nathalie Meunier. Oui? Bonjour, Nathalie. Oui, bonsoir. Bah, je suis un petit peu pris au dépourvu, mais je vais... effectivement, il y a une interview que Stella nous a sollicité notre groupe, qui est un vecteur de l'Anvers, qui s'appelle effectivement Lecture freudienne désormais. Et ça fait plusieurs années qu'on traduit avec Suzanne Homel, qui nous guide pour le travail de traduction. Donc, je crois qu'on a témoigné dans cette conversation qui est publiée dans le numéro 66 d'Horizon des trouvailles de notre rapport à cet aller-retour entre l'allemand et le français. Bah, le livre va être publié chez Ress. Il y a donc 3 articles de Freud.
la division du Ich dans le processus de défense. C'est les 3 derniers textes de Freud, à part l'abrégé, c'est entre 37 et 39. Construction dans l'analyse et analyse finie, analyse infinie. On a gardé ces termes. Ça part. L'allemand aussi. Voilà. Pardon? L'allemand aussi. Ah, en bilingue. La version bilingue, non? Oui, nous sommes en bilingue. La version bilingue qui est extraordinairement magnifique. Voilà, et donc c'est une sorte de Suzanne en témoigne dans beaucoup de ses articles d'invention, de tissage entre les 2 langues et d'être aussi au plus près de la matière, je dirais, de l'allemand. Enfin, voilà, ça nous fait beaucoup travailler. On est effectivement, il y a des gens qui lisent Freud en hébreu, d'autres en espagnol, d'autres c'est dans d'autres langues, quoi. C'est toujours intéressant de. Tout à fait. Je trouve ça formidable. Donc, justement, il y a une phrase qui est dite par un des membres de votre cartel, Niels Sadjiman, qui écrit une remarque: nous formons un collectif de lecture et non de traduction. Il s'agit de mettre en garde contre l'idée de justesse qu'on toucherait l'essentiel par la traduction. Voilà. Sans commentaire. Enfin, moi, je vais pas. Il le dit très bien. Je vais pas. Mais c'est-à-dire que vous avez fait cette épreuve là, que c'est beaucoup plus de la lecture que de la traduction. En tout cas, pour ma part, c'était vraiment été une leçon de lecture avant toute chose, absolument. Je trouve que Niels Hadjiman le dit très bien. On est revenu ensemble sur cette phrase parce que elle lui est venue comme ça pendant la conversation, mais c'est d'une grande justesse. Mais Niels Hadjiman s'était inscrit pour cette rencontre. Je ne sais pas s'il est là. Il y avait Lene Charling aussi, je crois qu'elle s'est inscrite. Lene est là, je crois. Je n'ai pas vu Niels Hadjiman, mais. Lene Charling, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de ce travail que vous faites à plusieurs et qui a été très joliment titré dans la revue « La passe de la langue ». Oui, de la passe, mais je peux mieux suivre ce que vous avez cité, Niels, qu'il a dit, de cette lecture, de ces multiples lectures, parce que nous sommes plusieurs personnes et plusieurs d'origines, donc nous avons évidemment, comme pour tout le monde, notre façon propre à entendre quelque chose, et c'est cette traduction à plusieurs qui donc prend sens, pas seulement pour quelqu'un, pour un traducteur, mais pour plusieurs, et c'est ça qui est assez intéressant et peut-être quelque chose de juste en ce sens. Cela dit, c'est certaines personnes qui vont faire cette traduction. On écoute énormément Suzanne et sa façon de s'y prendre. C'est extrêmement important. Elle a une sensibilité avec la langue allemande qui est ce qu'on écoute le plus. Et après, on va ajuster un petit peu notre travail en fonction de ça. Mais c'est la lecture de chacun qui compte, oui. C'est traduire, c'est nous le faisons tous tout le temps dans ce sens que même au sein d'une famille, nous parlons des langues différentes. Chaque membre a sa façon de voir les choses. Nous sommes des êtres humains uniques, donc c'est pas une question que de langue. D'une famille à une autre, on parle différemment. D'une contrée à l'autre, différemment. D'un pays à l'autre, bien sûr. C'est là où ça devient évident, mais autrefois, ce n'était que des petites dialectes, en fait, qui existaient, et on a réuni pour maintenir la paix les langues dans des langues spécifiques, allemand, français, etc. Donc ça, c'est essentiel à comprendre et à saisir au moment de faire des traductions, même d'écouter quelqu'un, et est-ce qu'on est capable de traduire, est-ce qu'on est capable de saisir ce que dit quelqu'un. C'est notre travail aussi, analyste. J'ai trouvé, pardon, je voulais juste dire quelque chose sur le vecteur
dont vous venez de parler. J'ai trouvé que vous passiez très très bien la façon dont vous travaillez sur le texte, qui était vraiment un travail de lecture, parce que traduire suppose d'ailleurs de lire tous les mots et de lire entre les mots, et comment vous travaillez finalement, enfin vous donnez l'idée que vous travaillez d'une langue à l'autre et même entre plusieurs langues finalement. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Et vraiment, enfin, je sais pas comment témoigner de ça, mais effectivement, il y a dans la façon de travailler de Suzanne son attention à la matière du son. Enfin, je suis musicienne par ailleurs et je pense que c'est pas anodin, quoi, la question du son et Suzanne a beaucoup d'attention aussi dans la langue allemande, le corps est toujours extrêmement dans l'espace, extrêmement précisé, extrêmement et vraiment il y a des exemples, je vais pas les reprendre parce que dans l'interview il y a beaucoup d'exemples de comment on a travaillé certains concepts, mais certaines matières du son aussi. Enfin, je comme ça, bon. Mais voilà. c'est La d'autant question plus, politique autour de la traduction, bien sûr. Enfin, voilà. c'est d'autant plus intéressant qu'en français, il y a une histoire compliquée avec les traductions de Freud, et que la grande traduction aux presses universitaires de France, qui a voulu, en quelque sorte, des œuvres complètes, qui a voulu produire un allemand freudien, est une horreur absolue. C'est illisible. C'est illisible. Et on est quand même toujours embarrassé en français. Il y a des excellentes traductions. Les meilleures, c'est de Lefebvre, qui est le traducteur de Hegel en français. Mais c'est partiel. Hervé, je voudrais défendre les traductions de Fernand Cambon, qui aurait dû, s'il n'était pas mort prématurément. C'est Gallimard, là. C'est où j'ai parlé des pufs. C'est Gallimard, Cambon. Oui, je sais. Mais j'ai parlé exclusivement de pufs. Et de Lefebvre, tu dis que ce sont les bonnes traductions. Lefebvre, non, mais Lefebvre, oui. Et Cambon, voilà. etc. Et je voudrais dire que, à mon avis, les rares traductions de Fernand Cambon, puisqu'il était engagé pour faire la traduction complète de Freud, mais qu'il est mort au travail, mais la traduction des conférences d'introduction à la psychanalyse de Freud chez Gallimard, c'est un chef-d'œuvre de traduction. Absolument. Ouais. C'est admirable. Non, mais tu vois, c'était pour insister que le projet des PUF, ça a été une catastrophe oui, ça, je suis bien d'accord. en France. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Ça n'a fait que confirmer la catastrophe. D'inventer un allemand freudien qui est extrêmement lourd, où les traductions, c'est des mots inventés. C'est complètement illisible. Ça décourage des armées d'étudiants, moi la première. Hein. Lire Freud. Même les premières traductions de Anne Berman n'étaient pas bonnes, de Marie-Paul Napart n'étaient pas bonnes non plus. C'est d'ailleurs celle-là que Lacan a critiquée. Hein, c'est les premières traductions de Freud qu'il a critiquées, de Jankélévitch aussi, qui il n'avait pas trouvé une langue française, quoi. Quand même, il fut un temps où traduire, c'était quand même aussi un savoir-faire. Savoir faire résonner dans la langue d'arrivée, la langue originale. Là, vraiment, les conférences d'introduction à la psychanalyse, moi, je trouve que c'est une grande réussite. C'est le même, d'ailleurs, qui avait traduit les lettres de Freud à ses enfants. Et c'est aussi très beau, vraiment. C'est des modèles du genre. Très bien. En espagnol aussi, il y a eu toute une mésaventure avec la traduction de l'œuvre de Freud avec Ballesteros. Il avait traduit toute l'œuvre complète, mais c'était abominable. C'est-à-dire, par exemple, de traduire pulsion par instant, pas mal de fois. Donc, ça donnait à des confusions épouvantables. Donc, en effet, il y a un enjeu dans la traduction qui est politique, qui est idéologique, il y a un enjeu essentiel. Bien, peut-être Stella, vous voulez... C'est difficile de conclure.
Oui, Ouais, c'est ça, il vous me concluez? semble qu'on est dans la même question, là, la traduction, c'est-à-dire redonner vigueur, vraiment redépoussiérer un monde qui était complètement endormi, puisqu'on se rappelle, nous tous, enfants, on en a parlé avec Nathalie Meunier, de cette difficulté, enfin enfant, j'exagère, mais étudiant à lire Freud en français, c'était, bon, voilà, c'était des concepts inertes, gestionnaires, une espèce de langue de banque économique, enfin c'était pas possible. Moi j'ai pas pu, je me suis pas allée vers la psychanalyse avec Freud. C'était la rencontre avec Lacan. Je suis là où je ne pense pas, là, paf, en classe de philo, quelque chose s'est passé. Et avec Freud, justement, là, j'attends impatiemment, comme Marga, la sortie de ce livre. Et je dirais que dans tout le numéro d'Horizon, finalement, il a été inspiré, il me semble, par un souffle, un souffle un peu comme ça de dépoussiérage, de redonner vigueur en allant chercher des gens qui ont fait quand même, là j'ai vu Rose Paul tout à l'heure et puis elle est partie, Rose Paul Vinciguerra, je sais pas où elle est, mais on a été chercher vraiment des gens qui avaient envie de reprendre un travail, de poursuivre une avancée, qui étaient intéressés. Il y a aussi cette rencontre avec Antoniucci qui était formidable, qui lui-même l'a beaucoup intéressé puisqu'il s'est mis à vraiment lire Horizon maintenant. Donc il y a eu comme ça une espèce de grand souffle, il me semble, qui nous a porté. J'ai l'impression qu'il est encore un petit peu là aujourd'hui. Ce serait bien qu'il disparaisse pas tout de suite, mais voilà, je dirais que tout le numéro, il me semble, bon là on part de la traduction, mais tout le numéro a été en tout cas orienté et inspiré par cette espèce de nouveau souffle qui va du petit chimiste dont parle Laurent Dupont au travail je ne sais pas comment le qualifier là, de traduction dont on vient de parler. Voilà, je crois que on a été inspiré. Si j'ai quelque chose à dire, c'est vraiment, ce serait de remercier d'abord vous Hervé de cette soirée, des gens qui ont fait partie de cette équipe et qui ont mené un travail vraiment infatigable. Enfin, ça a été quand même un très gros numéro. Ça a été assez difficile de mener ça bien. Je ne vous parle pas des petites erreurs. Il y en a une que j'ai vue il y a quelques jours qui m'a pas fait plaisir, mais ça, c'est une histoire d'imprimerie du dernier moment. Mais sinon, oui, voilà, j'ai été très sensible au fait que Fabienne Hulac, Rose Paul, Pascal Pernaut se relivrent à des recherches nouvelles. Ce livre, sans parler d'Éric Laurent, qui a fait lui aussi un texte nouveau. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une compilation de un certain nombre d'articles. Il a fait un texte. Il a repris la sublimation à nouveau frais, alors que il avait dirigé une revue de l'école qui s'appelait à l'époque l'école de la cause. Enfin, c'était je sais plus comment ça s'appelait, la revue. La revue de l'école de la oui, cause. voilà, la revue, voilà. Et il avait été le rédacteur en chef d'un numéro sur la sublimation, et ce qui l'a pas donc empêché de reprendre tout à fait la question à nouveau frais, avec cette idée de la sublimation comme opérateur peut-être trop puissant. Alors ça, je trouve ça formidable, et il me semble que ça ouvre de nouveaux chantiers et que c'est pas épuisé, quoi. On en reste à voilà. Écoutez, je remercie vivement l'Envers de Paris, ceux qui ont contribué à ce numéro, à ceux qui ont animé cette soirée. Je trouve que c'était formidable. Et la prochaine fois, ça sera, je pense, début mars, à cause des vacances de février. L'invité sera Hélène Bonneau, vous avez déjà entendu ce soir, mais qui reprendra à partir de son livre Monologue de l'absence. Bien, ben écoutez, je vous remercie et à bientôt. Merci Hervé. Merci Hervé. Soyez bien. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.